Bonjour, cette vidéo concerne Internet et les principes de recherche relatifs au cours Internet, principes de recherche et évaluation des sites. Donc je vais vous expliquer un petit peu en vidéo ce qu'on trouve à travers ce cours. Tout d'abord, il faut comprendre le fonctionnement de manière très superficielle, on va dire, d'Internet. Et connaître quelques définitions, quelques modes de fonctionnement. D'abord, ce qu'on appelle un serveur web. Alors, un serveur web, c'est une machine. On peut représenter ça comme un ordinateur, mais ça va un petit peu plus loin parce que on va combiner deux choses. On va dire que le serveur web, c'est une partie application et une partie matériel. Ce serveur web va stocker des fichiers qui seront nécessaires pour faire fonctionner le site internet. Quand vous allez vous connecter avec un navigateur pour accéder à des pages, vous allez accéder à un serveur web. Sur ce serveur web, on aura ce qu'on appelle des fichiers HTML, donc, qui peuvent être lus par les navigateurs, des images, des vidéos, des JavaScript, des feuilles de style, enfin, tout un tas de fichiers qui vont permettre d'afficher et d'interagir avec le site internet. Comme je disais tout à l'heure, le serveur web, il faut le voir comme une couche applicative, donc c'est-à-dire c'est la partie software, les composants logiciels qui vont permettre de faire fonctionner le site, et puis une couche matérielle qui est ce qu'on appelle aussi le hardware, qui est l'ordinateur qui va stocker la partie logicielle. Lorsque vous consultez une page web, donc à droite vous avez votre ordinateur, à droite de l'écran. Vous passez par le réseau Internet, donc Internet qui vient de Internetworks, qui veut dire entre les réseaux, donc qui permet de communiquer entre les réseaux sur différentes machines qui vont se trouver sur ce réseau. Donc à droite, vous avez votre ordinateur. Quand vous voulez accéder à une page web, vous allez faire ce qu'on appelle une demande, où le mot le plus utilisé, c'est une requête, en disant je veux afficher ou accéder à tel site. Et puis le serveur web va vous répondre en vous donnant la réponse à votre requête pour afficher la page web. Ce qui est important aussi au niveau du vocabulaire, c'est quand on parle d'adresse IP. Alors sur Internet, c'est quelque chose qui est très important puisque l'IP, qui veut dire Internet Protocol, c'est un ensemble de mécanismes et de règles qui vont permettre de définir à qui je dois envoyer la page ou quand j'envoie un message, à qui je vais l'envoyer, du moins reconnaître l'ordinateur de chacun sur Internet. Il faut comparer ça un peu comme les adresses postales, c'est-à-dire que quand vous recevez une information chez vous, c'est-à-dire un courrier, pour savoir où le courrier doit être déposé au niveau de votre habitation, on met une adresse postale avec nom, prénom, numéro de la rue, le code postal, la ville. Eh bien, l'adresse IP, c'est la même chose, sauf c'est sur le monde Internet. Elle est caractérisée par ces suites donc, de 4 numéros. Là, par exemple, j'ai 144.112.3.74, qui est l'adresse IP pour que l'ordinateur puisse accéder à Internet. Et il faut savoir que lorsque vous utilisez Internet, lorsque vous utilisez votre téléphone portable, vous avez une adresse IP qui vous est octroyée pour pouvoir accéder à ce réseau mondial. Cette adresse IP, elle peut être fixe, c'est-à-dire vous avez toujours la même adresse IP, soit alors elle change à chaque fois. Donc la plupart du temps, quand vous avez pris un abonnement Internet chez un opérateur, cette adresse IP, elle vous est donnée de manière aléatoire quand vous accédez à Internet. Donc on vous donne un numéro, et quand vous déconnectez, vous revenez le lendemain, on vous donnera une autre adresse IP. C'est comme ça que quand on fait des recherches pour savoir s'il y a eu des téléchargements illégaux, on recherche toujours l'adresse IP, c'est-à-dire que les personnes qui vont enquêter vont retrouver quelle IP est venue faire une requête sur un serveur web, et après ils vont voir l'opérateur en demandant de telle heure à telle heure à qui avez-vous adressé cette adresse IP. Au niveau des protocoles aussi à connaître sur Internet, il y a le protocole TCP/IP et HTTP, qu'il faut bien comprendre. Le protocole
HTTP, c'est ce qui permet d'envoyer la requête sur Internet. C'est le langage, c'est les données qui vont être structurées. Alors en bas, vous avez une représentation caricaturale, mais on s'en rapproche dans l'idée. C'était de dire que le HTTP, c'est les données que vous allez transporter de manière... vous allez mettre dans des cartons, vous allez mettre cet ensemble d'informations sur un camion. Donc, c'est tous les cartons qui vont être dans le camion. C'est votre requête qui est structurée avec le protocole HTTP. Et puis, pour transporter vos paquets de données, il faut un transporteur. Donc, c'est représenté par un camion. Et c'est le protocole TCP/IP. Donc, on retrouve IP parce que on a vu que pour vous reconnaître et reconnaître les serveurs web sur Internet, on a besoin d'une IP. Mais le côté TCP, c'est la couche de transport. Il va vous garantir que le transport est sans perte d'informations, sans corruption, et qui va remettre les paquets dans le bon ordre. Donc toujours pareil, en prenant la symbolique du camion. Vous voyez ce qu'on appelle TCP/IP, donc c'est le camion. Il assure de transporter vos données. Une fois qu'il arrive sur le serveur web, si jamais il manque un paquet, il manque un carton, il va se débrouiller à aller rechercher le carton qui manque auprès du requêteur. Donc, deux protocoles, le TCP/IP qui va transporter vos données d'information et HTTP qui est la structure, le langage utilisé pour communiquer sur Internet. Toujours au niveau des protocoles, pour l'instant, j'ai parlé que de HTTP, mais il y en a un autre qu'il faut connaître, c'est le FTP. Alors, pour bien comprendre la différence, on va prendre un exemple concret. Lorsque vous êtes sur votre ordinateur, vous allez sur Internet, que vous regardez des pages web, que vous allez sur YouTube, vous êtes en HTTP. Et ça, vous allez le voir parce que sur votre navigateur, je vais pouvoir le faire voir, vous aurez en haut, ici, quand vous avez ce qu'on verra tout à l'heure, l'URL. Donc, sur Chrome, c'est caché. Mais si jamais, vous voyez, je clique une deuxième fois à côté, le HTTP apparaît. On verra après à quoi correspond le S. Vous voyez, pour dire que lorsque vous allez voir un site, vous êtes dans le bon protocole, le bon langage pour pouvoir communiquer sur Internet. Donc ça, c'est pour accéder à des pages web. Par contre, quand vous avez un site Internet, c'est quelqu'un a dû le créer. Ce qu'on appelle par exemple le webmaster. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait? Il crée son site web sur son PC et une fois qu'il est terminé, il va le déposer sur un serveur web près d'un opérateur pour dire, ben voilà, il faut que maintenant le site web soit accessible à tout le monde. Donc du coup, lui, il ne va pas accéder au serveur web en disant, je veux consulter des pages, je veux envoyer des requêtes. C'est plutôt, je veux déposer des fichiers pour que mon site soit visible. Et dans ce cas, on est sur des dépôts de fichiers, donc on sera sur du FTP, du protocole de transfert de fichiers. Concernant les protocoles, il y a aussi des protocoles particuliers pour la messagerie. Quand vous utilisez une messagerie donc pour échanger des messages, que ce soit à partir de Gmail, d'Orange ou de Free, enfin vous utilisez leur solution de messagerie. La solution de messagerie va utiliser des protocoles spécifiques qui s'appellent SMTP, IMAP et POP3. Alors à quoi ça correspond? Lorsque vous envoyez un message, donc vous êtes sur la partie gauche l'expéditeur, vous envoyez un message, il va passer par un serveur de messagerie qui va rediriger les messages. Mais à chaque envoi, vous utilisez ce qu'on appelle un protocole SMTP, qui veut dire Simple Mail Transfer Protocol. Donc chaque envoi se fait en protocole SMTP. Ça navigue sur Internet, ça arrive sur le serveur du prestataire, du destinataire, et ce dernier, pour récupérer le message, pour qu'il puisse le lire, il utilisera lui, alors de manière transparente, quand je dis qu'il va utiliser, vous ne le voyez pas, toutes ces mécaniques qui se mettent en place, mais il utilise un protocole POP ou IMAP. Donc on va voir la différence entre les deux. Donc le IMAP qui veut dire Internet Message Access Protocol, et le POP 3, c'est la version, qui veut dire Post Office Protocol.
La différence entre les deux, c'est que IMAP, si par exemple vous avez deux ordinateurs, un chez vous et un au bureau, et bien, quand vous récupérez vos messages en IMAP, vous téléchargez par exemple au bureau vos messages sur votre client de messagerie, par exemple par Outlook, et puis le PC vous le laissez au bureau parce que c'est un PC fixe qui ne vous appartient pas. Vous arrivez chez vous, vous avez un autre client de messagerie. Et bien, dans le cadre de l'IMAP, vous pouvez récupérer, il se synchronise, vous récupérez les mêmes messages, c'est-à-dire qu'on les a à deux endroits différents, puisque là on va plus parler d'une synchronisation des messages. C'est-à-dire qu'au niveau du serveur de messagerie, le fait de récupérer les messages ne les enlève pas. Vous pouvez les récupérer même si vous avez un téléphone portable, une tablette avec un client de messagerie. Vous pourrez aussi les récupérer, il va se synchroniser. Alors que POP3, c'est plutôt, je récupère le message. Une fois que c'est récupéré, quand je me déconnecte, le message est effacé du serveur de messagerie. Il n'y a pas de synchronisation. C'est-à-dire vous arrivez chez vous avec un autre client de messagerie, vous ne pouvez pas récupérer le message parce qu'il a déjà été récupéré et effacé du serveur dans le cadre du protocole POP3. Donc bien sûr, maintenant, tout le monde utilise pratiquement le protocole IMAP pour faire ces récupérations de messages. Les protocoles qu'on a vus, HTTP, FTP, donc HTTP pour envoyer les requêtes sur Internet et les récupérer, le FTP pour déposer des fichiers sur un serveur web, le IMAP pour récupérer des messages dans un cadre d'une synchronisation, le SMTP pour envoyer des messages et le POP pour récupérer des messages avec le fait d'effacer le message sur le serveur de messagerie. Et bien, tous ces protocoles, vous les avez en sécurisé. C'est le petit S qui apparaît à la fin. Alors sécurisé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur ces protocoles, on rajoute un autre protocole sécurisé qui s'appelle SSL, donc Secure Socket Layer, où maintenant on a plutôt tendance à utiliser un protocole qui a été revu, qui s'appelle TLS, Transport Layer Security. Donc on dit souvent SSL, TLS, pour retrouver les deux termes qui sont associés. Et bien, le petit S est fait par ce protocole et il permet d'assurer la confidentialité de ce que vous allez faire, c'est-à-dire que personne ne peut aller regarder les échanges qui se font au niveau de votre requête. L'intégrité, c'est-à-dire que quand vous faites votre requête, personne ne peut aller modifier les données de votre requête. Un exemple concret, si vous faites un transfert d'argent à partir d'Internet et que vous allez transférer 100 €, personne ne peut aller modifier le 100 en 1000 €. C'est ce qu'on appelle respecter l'intégrité. Donc il est impossible de modifier les données qui sont dans cette communication. Et puis l'authentification, pour être sûr que vous êtes sur le bon serveur, que vous n'êtes pas sur un site qui a été refait pour vous retirer des informations. Donc voilà ce qu'apporte toute la partie sécurisée avec les protocoles SSL, TLS. Concernant ce qu'on appelle l'URL, donc Uniform Resource Locator, on pourrait résumer en disant que ça va répondre à 3 questions. Où, quoi, comment. Alors, comment? C'est le HTTP qu'on a vu jusqu'à présent. C'est-à-dire que quand vous êtes sur Internet, vous utilisez ce protocole-là, qui veut dire Hypertext Transfer Protocol. Et comme on l'a vu tout à l'heure sur Google, quand je clique ici, vous le voyez, il est à ce niveau-là. C'est le protocole que j'utilise pour communiquer. Par exemple, pour faire ma recherche sur Google, bien sûr, il est sécurisé. Maintenant, je dirais que, et c'est presque une obligation, tous les sites doivent être sécurisés. Ce n'est pas uniquement les sites bancaires ou les sites commerciaux pour faire des achats, c'est qu'on demande de plus en plus de sécuriser les sites pour être sûr que vous êtes chez Google et pas chez quelqu'un qui aurait monté une fausse page web pour vous tromper. Donc ça, ce serait le comment. Où, c'est le nom de domaine. Donc tout ce qu'on retrouve ici correspond à quel endroit je vais me retrouver. Donc sur un serveur qui parle de cette entreprise ou de tel type de domaine. Donc pour le voir concrètement, je vais utiliser par exemple le site Quadribox. Voilà. Donc je vais sur le site Quadribox. Donc là je clique, on voit que
je suis arrivé sur la page. Je suis en non sécurisé, c'est-à-dire que derrière, je n'ai pas du HTTPS. Voilà pour cette partie. Alors, parfois sur Chrome, vous ne voyez pas la partie qu'il y a juste avant. Si vous voulez la voir, vous sélectionnez. Si vous copiez l'URL qui est ici et que vous le collez sur Notepad ou sur Word, vous verrez qu'en collant l'URL, va apparaître les éléments nécessaires. Par exemple, on verra que c'est bien du HTTP. Et puis, ce qu'on appelle le quoi, c'est quel est le répertoire et le fichier qu'on va chercher. Un exemple concret, c'est que quand je retourne sur mon site ici, quand je vais par exemple sur le programme de ces cours-là, vous voyez que j'ai ici l'URL avec où c'est que je vais trouver l'information, les répertoires, jusqu'au fichier qui va apparaître. À la question de dire pourquoi, par exemple, quand on est sur la page d'accueil, on n'a pas les 3 W. Les 3 W, par défaut, ce n'est pas une obligation d'avoir 3 W. Un site fonctionne avec et sans. Donc, si je mets 3W point, vous voyez, je ne vais pas avoir de difficulté pour afficher le site, il va revenir sur le quadribox.fr. L'autre question, c'est de dire, oui, mais là, on connaît le protocole, le HTTP, on connaît le domaine, mais on n'a pas le où, je veux dire le quoi, c'est-à-dire qu'est-ce que j'affiche comme page. Alors ça, c'est pareil, c'est un fonctionnement un petit peu par défaut des serveurs web. Derrière se cache un fichier qui ne s'affiche pas à l'écran. Moi, par exemple, par défaut, lorsque j'accède à la page d'accueil, je fais appel à un fichier qui s'appelle index.php. Donc quand je l'appelle comme ça, vous allez voir, la page ne change pas, c'est la même. Sauf que on ne le voit pas apparaître au départ puisque le serveur il considère par défaut que quand je vais sur le nom de domaine, il affiche, on l'a paramétré de telle manière, il affiche la page index.php. Il peut arriver aussi, donc ça on le verra par exemple sur Google, quand vous faites une recherche, c'est-à-dire je vais chercher Quadribox. Vous voyez là-haut, au niveau de l'URL, je ne suis plus sur une page, un répertoire avec un nom de fichier. J'ai beaucoup de choses qui vont apparaître là-haut, qui sont ésotériques, illisibles, parce que dans une URL, on peut aussi passer des paramètres. Et c'est ce qui se passe ici. Quand j'ai fait ma demande de recherche, dans l'URL, il passe des paramètres que, alors vous voyez, on retrouve là le quadribox que je recherche, on retrouve dedans. Mais il y a bien d'autres éléments, mais qui sont lus et compris par le serveur web de l'autre côté, parce que le site a été paramétré pour que ça soit compréhensible, on va dire. Donc, dans l'URL, on peut appeler des pages, mais on peut aussi passer des requêtes. Concernant les moteurs de recherche, juste à titre d'information, il faut savoir que Google, que ce soit en France ou aux USA, représente plus de 92% du marché, c'est-à-dire 92% des gens ou des requêtes sont effectuées sur Google. Aux États-Unis, c'est quasi pareil, ils ont presque 89% des requêtes qui passent par Google. Et les autres solutions du marché de recherche sont vraiment négligeables par rapport à Google qui a réussi à récupérer tout le marché mondial concernant les moteurs de recherche. Sur le fonctionnement du moteur de recherche de Google, donc là c'est pareil, c'est pour donner un ordre d'idée de comment ça va fonctionner, mais c'est on va dire, on sera très superficiel, c'est un ordre d'idée parce que les choses sont beaucoup plus complexes que ça par rapport à l'explication que je vais vous donner. Dans tous les cas, il y a ce qu'on appelle un algorithme complexe, c'est-à-dire que lorsque vous recherchez des choses sur Internet à travers le moteur de recherche Google, eh bien, celui-ci va utiliser un algorithme qui permet de vous remonter les pages qui sont pertinentes au niveau de la réponse à la requête.
Alors sur le fonctionnement du moteur de recherche de Google, comment ça fonctionne? Il faut savoir que Google, les serveurs de Google vont envoyer sur Internet ce qu'ils appellent les Google Bots, donc des petits robots, des petits programmes qui vont aller partout sur Internet. Ils vont aller voir les sites, les pages web, les serveurs. Et au fur et à mesure qu'ils vont sur Internet, ils vont récupérer les pages web qui vont remonter au niveau des serveurs de chez Google. Ils stockent ces pages, donc ils récupèrent. Alors souvent, quand ils récupèrent, ce qui les intéresse, c'est le texte et les liens aussi sur d'autres sites. Donc la partie image ou juste comme ça, ils ne l'intègrent pas dans un premier temps où ils font les choses un petit peu différemment. Une fois qu'ils remontent toutes les pages web qu'ils ont pu récupérer, et ça, les Google Bots fonctionnent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours sur 365. Ils ne font que ça, ils font que récupérer des pages. Mais quand ils reviennent, ces robots vont indexer au niveau de la base de données les résultats des recherches Google. Et puis, ce qui est important, ils vont les indexer, mais surtout, ils vont regarder sur ces pages s'il y a des liens. S'il y a des liens, ils vont les répertorier en disant je mets de côté ces liens et j'irai voir si c'est des nouveaux sites web sur lesquels il n'y a pas des choses à récupérer. Dès lors, lorsque vous, par exemple à gauche, vous faites une requête sur le site de Google, votre requête va sur les serveurs chez Google. Ils vont récupérer par rapport à votre demande toutes les pages qui parlent de la thématique que vous recherchez. Et puis, il va avoir l'algorithme qui va les classer en fonction de mais ça c'est pertinent, ça c'est un petit peu moins pertinent par rapport à votre recherche. Et là, c'est un niveau 3 où c'est encore beaucoup moins intéressant pour vous sur le résultat donné. Puis, sur la partie droite, il va classer les résultats entre ce qui est pertinent, un peu moins et encore moins. Ce qui est important, ce qu'on appelle le SEO, pour optimiser les sites web, pour les faire remonter ou du moins les faire bien classer au niveau du moteur de recherche de Google, ce qui est le plus important, il faut savoir, c'est le contenu. C'est ce qui est en haut. C'est le contenu qui permet d'avoir une note au niveau de votre site web. Parce que le classement des sites des uns par rapport aux autres, c'est une notation qui est donnée par Google en fonction de ce que contient votre site web. Donc le contenu, c'est le plus important. Il faut avoir du contenu qui est intéressant, qui est pertinent pour pouvoir avoir une note déjà un certain nombre de points. Après, ça va être la présence sur les réseaux sociaux. Si sur votre site, vous faites des liens sur Twitter, Facebook, donc ils en tiennent compte. Tout ce qui est local, c'est-à-dire que vous avez déjà dû voir que quand vous recherchez un restaurant, ils recherchent d'abord par rapport à votre situation géographique. Donc le côté local, ils font très attention dans la remontée des résultats. La recherche de trafic, donc logiquement sur votre site web, vous pouvez mettre en place des statistiques où Google peut vous le proposer. Et s'il voit qu'il y a beaucoup de monde qui viennent sur votre site, il va considérer que c'est un site qui est important, il vous fera gagner là aussi des points. Les liens de référence, si des sites extérieurs référencent votre site, pour eux, ça fait encore gagner des points en disant que vous avez un site qui est reconnu puisque des gens réorientent leur site vers le vôtre. Et puis, si c'est optimisé, votre site est optimisé pour les mobiles, ça vous fait encore gagner des points, c'est-à-dire qu'on peut y aller à partir d'un PC, d'un téléphone portable ou d'une tablette. Sur la syntaxe d'interrogation, donc quand vous faites vos recherches, on va dire 99,9% des gens vont dans la partie recherche et tapent les mots-clés dont ils ont besoin d'avoir des réponses ou des retours. Il faut savoir qu'il existe aussi des syntaxes d'interrogation. Donc là, je vous ai donné une liste avec quelques informations que je vais vous donner assez rapidement. Il faut savoir que déjà, minuscules et majuscules, il n'y a pas de différence, que vous soyez sur l'un ou sur l'autre, vous aurez le même résultat. Les lettres accentuées, donc logiquement, il n'y a pas de différence. Toutefois, on dit que le résultat est similaire. Si je peux le faire voir, si là je vais récupérer intégrité sans accent, vous voyez, j'ai 601 000 résultats. Alors que si je fais la même recherche, je prends une autre page, ici avec les accents, j'ai 20 700 000.
Donc vous voyez bien que ça ne donne pas tout à fait le même résultat, mais on retrouve les mêmes choses au départ sur la page. Vous voyez ici, on a la définition. Et puis là, sur autre question posée, sur intégrité avec accent, voilà ce qu'il apporte comme réponse. Alors que là, on aura des petites différences quand on n'a pas mis l'accent. Intégrité, on peut retrouver... C'est quoi une personne intègre, par exemple, ici avec les accents, alors que là, on ne le retrouve pas. Donc voilà, il y a des petites différences. Donc, il tient quand même compte des accents, mais ça ne chamboule pas les résultats sur la page, puisqu'après, vous verrez, il y a à peu près les mêmes choses qui apparaissent. L'ordre des mots a son importance. Par exemple, si vous allez chercher Paris-Dakar, pour lui, Paris-Dakar, dans cet ordre-là, ça veut dire qu'on cherche des éléments sur la course. Paris-Dakar. Par contre, si on inverse, qu'on cherche Dakar-Paris, j'ai oublié de mettre un espace. Voilà. Là, on n'est plus du tout sur la course, on est plutôt sur, je vous propose des billets d'avion pour faire Dakar-Paris avec des vols pas chers, des sites qui permettent de s'acheter un billet d'avion. Donc, l'ordre des mots a son importance. Le « ou », ça va permettre de dire je cherche tel élément ou tel autre élément. Par exemple, le « or » ou « ou », ça va marcher même en français. Si je fais cette requête ici, je vais trouver des sites qui parlent soit de salade, soit de quiche. Donc les deux seront bons. Donc là, on voit que c'est quiche. Et puis là, il y a des recettes de salade. Donc c'est bien l'un ou l'autre mot. Le « et », c'est... donc soit vous le tapez, mais la plupart du temps, c'est l'espace. L'espace, c'est un « et ». C'est-à-dire que quand je mets au niveau du moteur de recherche, moteur, espace, recherche, il cherche les sites où on parle de ces deux informations en même temps. Vous voyez, moteur de recherche, moteur de recherche, moteur de recherche. Donc l'espace correspond à un « et ». Le « sauf » se fait avec le « moins », c'est-à-dire que toujours ici, si je mets par exemple moteur, le moins automobile, je vais chercher tout ce qui concerne les moteurs, mais sans jamais parler d'automobile. Donc, j'ai mal tapé le moins, donc c'est bien un moins qu'il faut mettre. Donc, vous voyez, là, on parle de moteur thermique, moteur à combustion, mais on n'est pas sur, moteur automobile. Alors que si j'avais laissé moteur tout court, j'aurais pu très vite avoir... voilà, on arrive sur des moteurs automobiles, enfin voilà, on retrouve ici... et mécanique ou tout ce qui concerne les voitures, essence, etc. Les expressions, si vous mettez entre guillemets, entre ou double cote, comme vous voulez, c'est-à-dire que ici, j'ai dit double cote, voilà, vous cherchez ça, il va vraiment chercher ces mots et dans cet ordre. Donc, ça permet de trouver une expression dans le moteur de recherche. On voit très bien qu'on retrouve exactement, vous voyez, à chaque fois, les éléments qui sont demandés. Donc, c'est vraiment pour chercher une expression. La troncature dans un mot, c'est-à-dire que si vous voulez chercher mot étoile, en disant que je veux trouver mot avec un S, moteur, c'est-à-dire remplacer l'étoile par ceux qui veulent, ça ne marche pas. Sur Google, on ne peut pas remplacer que ce soit étoile ou point d'interrogation ou d'autres choses. Vous ne pouvez pas chercher une partie du mot. Par contre, on peut mettre une étoile pour chercher ou remplacer par un mot, une requête. Par exemple, ici, je mets 1 étoile vaut mieux que 2 étoiles. Si je mets ça ici, il sait que l'étoile correspond à ce qu'on veut comme type de mot. Donc du coup, on aura bien 1 tien vaut mieux que 2 tu l'auras. Si je recherche aussi, par exemple, Barack étoile Obama, donc je
je vais mettre l'étoile là au milieu. Et bien, il va chercher les endroits où on retrouve un mot entre les deux. Vous voyez ici, c'est Barack Hussein Obama. On a bien le mot qui est au milieu. Là, on le retrouve aussi ici. Voilà un petit peu les éléments. Enfin, les éléments, on peut utiliser l'étoile dans ce cas-là. Le tilde, qui recherchait des synonymes, ça ne marche plus depuis 2013. Le terme site, si vous tapez bateau site là, sur le site de la dépêche, donc vous mettez site de points, eh bien, il va nous remonter, il va aller sur le site de la dépêche et il va nous remonter toutes les réponses sur lesquelles on trouve le mot bateau. Donc, vous voyez, on est bien sur le site de la dépêche, donc le bateau, bateau, donc voilà, c'est pour chercher sur le site un mot. Donc, on filtre, on va dire, on se concentre sur un site particulier pour chercher un élément. Le mot link n'est plus utilisé depuis 2017. Pareil pour ce terme-là qui permettait d'avoir du contenu similaire, ça fonctionne mal et je pense que ça a été enlevé. Ça, par contre, c'est intéressant pour chercher avec une extension de fichier, que ce soit PDF. Alors, je vais vous faire voir concrètement pour chercher le type de fichier. Si par exemple, je mets pizza, puis j'utilise ici la syntaxe .pdf, et bien il va me chercher partout, il voit le mot pizza, et que c'est un document PDF. Par exemple, ici, je clique, j'aurai bien un document PDF qui concerne la pizza. J'aurais pu aussi dire, je cherche tout ce qui est des docs, c'est-à-dire du Word. Je fais entrer, et là, bien sûr, vous verrez, c'est marqué en petit ici. Quand je vais là, je récupère un fichier Word qui parle de pizza. Le cache, c'est pouvoir, parce que sur Internet, Google utilise un cache, c'est-à-dire un historique, une sauvegarde du site dans le temps. Donc quand je tape ça, cache, la dépêche, il va chercher dans l'historique. Alors ça ne va pas très loin, mais c'est des sauvegardes. Donc vous voyez, j'ai marqué cache, site de la dépêche, donc voilà ce que j'ai. Alors que si je vais voir actuellement le site de la dépêche, alors on a la même chose, sauf que là, c'est une sauvegarde dans le cache du 31 octobre, 13h28. Donc ça fait à peu près 2 heures que le cache a été fait. Et il devrait avoir des petites différences. Donc je vais regarder par rapport à ça. Donc vous voyez ici, maintenant, les informations qu'on a à ce jour. Et il y a à peu près 2 heures, voilà les informations qu'on avait. Donc on voit par exemple le changement de photo qui a été réalisé sur le site en peu de temps. Donc c'est le cache. Donc info et DatRange, on ne l'utilise plus parce que ça ne fonctionne plus, ou ça a été remplacé. Stocks pour savoir la cotation en bourse. Par exemple, je demande pour Apple. Si je mets ça ici, on aura la cotation d'Apple. Define, c'est pour avoir la définition. Donc par exemple, si je recherche ici la définition de résilience, voilà, je mets define 2 points, je mets le mot, il me donne la définition. Après, il existe aussi des éléments comme ça, all in title, qui permet de dire, je vais chercher dans les titres, uniquement dans les titres, par exemple le terme présentation de vente. Donc je vais venir ici. Présentation. Ah oui, parce que là, il n'y avait pas d'espace. Entrée. Voilà. Donc partout, vous voyez dans le titre principal, présentation de vente, présentation de vente, présentation de vente. Donc il ne va pas rechercher obligatoirement dans le texte, mais vraiment dans le titre pour retrouver ces termes-là. De même, sur la partie URL, quand je recherche par exemple raquette de tennis, enfin raquette tennis, je vais remettre l'espace qui me l'enlève à chaque fois.
Cette fois, c'est dans l'URL. On l'a vu tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il faut que j'aille sur le site. Et quand je vais sur le site, vous allez voir l'URL qui est en haut. Je dois retrouver dedans raquette de tennis. Donc, c'est plus dans le titre qu'on retrouve l'information, mais c'est dans l'URL. Je vais aller ici, dans l'URL en haut. Voilà, on trouve raquette de tennis. Vous voyez ici, on le retrouve dans l'URL. Alors, on l'a dans le titre parce que j'ai pris les premières pages qui sont optimisées, mais vous n'êtes pas obligé de l'avoir dans le titre. On peut l'avoir uniquement dans l'URL. C'est un peu l'objectif de cette recherche dans All in URL. Dans le texte, c'est pour trouver les mots dans le corps du texte, plus dans le titre, mais vraiment dans le corps. C'est-à-dire, si je vais... Ici, vous voyez, dans le corps du texte, il y a présentation de vente. Alors, il me manque l'espace. Ici, je recherche, voilà. Donc, on a bien présentation, vente. Vous voyez, c'est marqué en gras. Donc là, c'est pareil. Réussir sa présentation commerciale. Vous voyez bien que dans le titre, on ne retrouve pas l'information. Par contre, dans le texte, on a bien les mots présentation de vente. Donc, ils sont séparés parce que je les ai mis comme ça, à ce niveau-là. Mais si vous voulez, je voulais que ça soit exactement écrit de cette manière-là, ça devient une expression. Donc, ce cas, j'aurais mis double cote ici. Je fais entrer. Et là, je retrouve bien présentation de vente, présentation de vente, présentation de vente qui apparaît dans le corps du texte et pas obligatoirement dans le titre. Après, on a d'autres choses avec before ou after qui permet de chercher une information avant telle date ou après telle date. Donc ça, par exemple ici, ça va rechercher tous les éléments qu'on va retrouver avant l'année 2019. Donc on le voit là, par exemple en bas, on voit bien que c'était en 2018. Donc j'ai bien ces éléments qui apparaissent. Et si je mets after, pareil là, vous voyez les titres ou les films qu'ils proposent, c'est en 2018. Et si là je mets after, il propose, vous voyez, il y a 15 jours, c'est après 2019, donc c'est des informations qui sont beaucoup plus récentes. On peut combiner le before et after. Et puis arrobas, le hashtag permet de retrouver des choses par rapport aux réseaux sociaux. Le 2 points aussi est intéressant, ça permet de dire, quand je recherche un appareil photo qui coûte entre 50 et 100 euros, le 2 points, ça veut dire de 50 jusqu'à 100 euros. C'est une manière de faire des recherches. Voilà. Donc on retrouve des appareils photo compacts à moins de 100 euros, etc. Bon, bien sûr, là, on utilise les syntaxes, mais Google propose de faire une recherche avancée. C'est-à-dire que quand vous recherchez, vous avez accès au niveau de la recherche, donc c'est dans paramètres, recherche avancée. Et tout ce qu'on vient de voir, vous voyez, vous le retrouvez ici, mais sous forme un peu plus conviviale. Trouver les mots, les expressions, aucun des mots, c'est le petit tiret, on le voit ici en exemple. En quelle langue, il y a même des choses un peu plus fines. Le type de fichier, quand je disais qu'on cherchait tel type de fichier, on le retrouve à ce niveau-là. Donc, possibilité de faire des recherches avancées à travers l'interface directement. À savoir aussi, Google propose des moteurs de recherche spécifiques. Vous avez qui est lié au projet de recherche, aux livres, aux vidéos, aux actualités. Donc, c'est des moteurs de recherche qui sont spécialisés dans des domaines. Et puis, là, c'est juste pour donner un exemple. Par exemple, en 2007, il y avait Google. Souvent, ils rachètent des sociétés, des startups. Donc, c'était le cas pour Panoramio, qui permettait d'afficher des photos. Souvent, ils les rachètent, puis après, ils les intègrent à leur programme déjà en cours. Donc, je pense qu'ils l'ont intégré complètement à Google Maps. C'est pour ça que le site ou ce service a été arrêté en 2016 parce qu'il a été intégré sur un projet beaucoup plus grand qui est Google Maps. Est-ce que j'ai à peu près tout vu à cette partie-là? Oui. Pour terminer le cours, je vais vous inviter. Donc cette partie-là, je ne l'aborde pas parce qu'il faut la lire. Sur le cours, tout ce qui est marqué dedans, c'est ce qu'on a vu en vidéo. Il y a juste sur la fin,
on vous explique, je retrouve ici, voilà, comment citer une ressource numérique. Donc ça, c'est important, puisque quand vous faites un rapport, il est important d'expliquer où c'est que vous avez récupéré l'information. Donc vous avez ici quelque chose qui permet de structurer, de décoder comment on affiche ce type d'information. Et puis, tout à la fin, vous avez les problématiques sur l'information sur Internet où on vous explique comment valider le fait qu'une information est fiable ou pas. Donc, il y a un certain nombre de questions à se poser et là, on vous donne un petit peu on vous donne des pistes sur la manière d'appréhender l'information sur Internet parce qu'elle n'est pas tout le temps fiable et donc il y a du recoupement à faire. Voilà pour cette présentation. Je vous remercie. Au revoir.